Bonjour et bienvenue à ce webinaire aujourd'hui où on va parler de la nouvelle suite Power BI. Sur côté organisation, on va découper le webinaire en deux morceaux, je dirais environ un quart, trois quarts. Le premier quart, je vais le passer à vous présenter, je dirais les concepts et à parler un petit peu du positionnement de cette nouvelle solution. Et puis les trois quarts restants, ce sera plutôt une séance hands-on où on décortiquera, je dirais, les différents composants du produit avec un certain nombre d'exemples à l'appui. Donc je suis Jean-Philippe Geoffrey, consultant dans le groupe BI et CRM de chez Neos. Je vais vous dire quelques mots ensuite sur Neos. En quelques chiffres, Neos est une société de services d'un peu plus de 180 personnes actuellement. Nous sommes présents dans 4 pays avec 6 sites en France. Neos a 12 ans d'existence et a réalisé en 2013 plus de 14 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et parmi nos particularités, nous sommes le premier partenaire de Microsoft en Europe et le 7e au niveau mondial. Et je dirais ça, c'est dû au nombre de certifications Microsoft obtenues, notamment le nombre de certifications Gold obtenues par les consultants de chez Neos. Donc Neos est un acteur qui est actif sur 100% de la gamme de produits Microsoft, c'est-à-dire que nous ne travaillons que sur les solutions Microsoft. Alors, pour être un peu plus précis, dans les solutions Microsoft, on peut les grouper, je dirais, dans 4 grands domaines qu'on a ici sur la gauche. Les plateformes applicatives, la partie productivité business, la partie infrastructure, cœur de technologie. Et l'organisation de Neos est assez bien calquée sur, je dirais, ces regroupements de briques logicielles. Neos va pouvoir proposer, je dirais, de manière transverse à ces différents éléments des solutions Microsoft, un certain nombre de prestations qui sont détaillées ici sur la droite, qui sont des prestations de conseil dans le cadre de projets, des prestations bien sûr d'expertise technique sur les différents pans des solutions Microsoft, des activités de support et maintenance, et puis bien sûr également de la formation, du transfert de compétences sur les différentes solutions utilisées chez les clients. En ce qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui sur la suite Power BI, vous allez voir qu'on risque d'avoir à un moment donné besoin d'un certain nombre d'infos ou de compétences sur ce qu'on appelle la BI d'entreprise. Ce que l'on baptise ici la SSBI, c'est-à-dire la Business Intelligence Self-Service, donc c'est là qu'on trouve le concept de Power BI. Office, le cloud, SharePoint, SQL Server, du développement spécifique, de l'infra, de la sécurité, tout ça peut, à un moment donné, ou pas d'ailleurs, mais peut interagir avec un projet de déploiement de solutions de self-service BI et on va trouver, je dirais, sur ces différents pans de l'offre Microsoft, les compétences nécessaires chez Neos. Voilà, on va maintenant rentrer un peu plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire la suite Microsoft Office Power BI, et on va en détailler le contenu morceau après morceau. Donc tout d'abord une introduction sur le concept. L'objectif de la Business Intelligence Self-Service, c'est de donner le pouvoir aux analystes pour designer, customiser et maintenir leur propre solution BI. Alors, ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'un remplacement de la BI d'entreprise telle qu'on la connaît déjà actuellement, mais plutôt d'un complément, c'est-à-dire la plupart des sociétés qui sont déjà en train d'utiliser la Business Intelligence Self-Service continuent à utiliser l'environnement BI traditionnel managé par les services informatiques des entreprises, managé et géré. De la même façon, on constate que pour que la mayonnaise prenne bien, un bon partenariat justement entre les informaticiens et les analystes qui vont développer dans l'entreprise la Power BI est nécessaire. Donc il s'agit plutôt d'une extension de la BI d'entreprise et l'expérience qui est probablement plus avancée dans d'autres pays qu'en France montre qu'elle apporte finalement une valeur supplémentaire à l'entreprise. Donc c'est là que la BI en self-service trouve sa justification.
Donc, pour mettre tout ça en œuvre, vous allez voir que l'ensemble de la solution s'appuie fortement sur la suite Office 2013 et sur SharePoint 2013 quand on va commencer à parler de l'aspect, je dirais, collaboratif à mettre en œuvre. De plus en plus dans le détail maintenant, si on regarde et si on parle des besoins qu'on recense chez nos clients, bon, ça c'est pas une nouveauté, j'enfonce un peu les portes ouvertes ici, les entreprises, et quelles qu'elles soient, les grosses, les moyennes, les petites, elles doivent toutes gérer des informations de plus en plus nombreuses, aussi bien internes qu'externes, c'est-à-dire elles achètent des informations, elles s'en procurent et elles en fabriquent aussi elles-mêmes. Donc face à ça, il y a différents besoins. Pour certains d'entre eux qui sont déjà connus, ce qu'un utilisateur veut faire finalement, c'est accéder les informations déjà, c'est-à-dire pouvoir les lire, pouvoir en ajouter, pouvoir en enlever, pouvoir les transformer pour qu'elles deviennent, je dirais, intelligibles pour lui. Ce qu'il va aussi vouloir faire, cet utilisateur, c'est fabriquer des indicateurs pertinents. Alors, dans deux situations, soit par rapport à un problème qui se pose régulièrement, soit par rapport à un problème qui se pose à un moment donné. On verra qu'on peut aller très vite finalement à monter une solution avec Power BI, et ça, c'est une bonne réponse à un problème d'analyse de données qui va se poser à un moment donné. Enfin, bien sûr, l'utilisateur souhaite pouvoir mener des analyses pertinentes, c'est-à-dire donner du sens à ce qu'il est en train de faire. Ensuite, alors là, on arrive dans des zones, j'allais dire optionnelles, non pas optionnelles, mais qui sont pas forcément nécessaires à tout le monde. Mais il y a chez certains clients une nécessité à publier le contenu. Alors, sous une forme qui va être la mieux adaptée, je dirais, visuellement au public qui va la recevoir, et également mieux adaptée au public qu'on cible pour diffuser cette information. On va aussi trouver, je dirais, dans la partie collaborative de Power BI, de quoi pouvoir gérer la diffusion de l'information et surtout mesurer l'intérêt des consommateurs. L'idée, c'est que autant produire et diffuser les choses intéressantes et arrêter de gérer les documents que personne ne lit jamais. Voilà, on va pouvoir s'offrir cette capacité. Donc globalement, tout ça concourt à quoi? Ça concourt, je dirais, au-delà de la BI d'entreprise traditionnelle, à apporter de la valeur, plus de valeur dans l'organisation qui va utiliser ces technos. Donc, par rapport à ces différents besoins qu'on vient de récapituler, les outils maintenant qu'on va trouver à l'intérieur de la suite Power BI dans Excel, le premier, je vous laisserai regarder les slides tranquillement. Le premier, je dirais, c'est Power Query ici. Donc ça, c'est l'outil, si vous voulez, traditionnellement appelé ETL, qui va permettre d'accéder les sources de données et d'amener l'information, je dirais, à l'intérieur du contenant qu'on va utiliser. Et ce contenant, on le trouve ici à droite, c'est Power Pivot. Donc c'est lui qui va être le réceptacle de toute l'information, je dirais, qu'on va souhaiter alimenter pour la travailler. C'est lui qui va être le réceptacle. Et ensuite, dans la partie basse de l'écran, vous voyez deux composants de visualisation. Power View et Power Map. Power View va lui traiter, je dirais, l'aspect restitution sous forme de tableaux, de graphes, de filtres, de KPI, de cartes. Et Power Map va également traiter l'aspect carte avec, je dirais, une focalisation un petit peu plus forte peut-être sur l'aspect fabrication de vidéos et cartes animées. Donc on va voir tout ça ensuite pendant la présentation des produits. Comment ça va fonctionner, je dirais, l'ensemble de la solution? Bon, ce qu'on voit ici sur la partie gauche, on met un focus sur Excel, c'est-à-dire que c'est finalement depuis Excel qu'on va pouvoir découvrir, analyser, montrer, c'est-à-dire construire le contenu des documents qu'on va souhaiter communiquer. Alors ensuite, quand on va passer sur cet aspect communication des documents, c'est la partie droite de l'écran ici. Là, on va se mettre dans un environnement collaboratif, c'est-à-dire dans Office 365. Et là, on va trouver à notre disposition de quoi partager les documents. On va également trouver un module supplémentaire de Power Query qui est lié à Office 365 qui s'appelle Power QA.
Questions and Answers, donc un module qui va permettre de poser des questions en langage naturel et de laisser le moteur Power BI répondre sous la forme la mieux adaptée à la question, qui pourra être un tableau, un graphique, une carte par exemple. Et on va également avoir cet apport avec la suite collaborative de pouvoir diffuser des documents sur des terminaux mobiles. Donc, dans Office 365, on va trouver, je dirais, le composant qui s'appelle Power BI Admin Center. Donc, c'est une infrastructure qui est dans le cloud, qui est prête à l'usage pour gérer la publication et l'accès aux documents. Donc, il n'y a rien à développer, il n'y a qu'à utiliser, tout est déjà prêt et disponible. En outre, dans Office 365, on va trouver deux composants supplémentaires qui ne sont pas à disposition dans Office 2013, qui concernent les aspects prévision et data mining. Donc, vous avez une petite copie d'écran dans le bas du slide où, je dirais, sur la base, par exemple, d'un graphique en ligne, on va pouvoir le projeter dans le temps et éventuellement tirer sur les points de la courbe pour ajuster ces données et éventuellement après considérer que ça peut valoir pour un budget, par exemple. On approche de la présentation. Donc, ce qu'on va voir pendant la présentation, c'est les quatre principaux composants. On va les voir d'ailleurs dans leur ordre habituel d'utilisation. On va commencer par Power Query. Donc, je rappelle, c'est ce qu'on appelait traditionnellement l'ETL, l'outil d'alimentation et de transformation. On va voir ensuite Power Pivot, qui lui est l'outil dans lequel on va faire la mise en forme des différentes sources de données qu'on aura utilisées. Et puis on finira bien sûr par les deux composants de restitution, Power View et Power Map. Voilà, donc j'interromps PowerPoint pour aller maintenant dans Excel. Donc on va démarrer from scratch, comme on dit, c'est-à-dire avec une feuille blanche d'Excel. Et la première partie de la présentation consiste à illustrer un petit peu Power Query. Bon, j'en profite pour vous dire que dès qu'on a fait l'installation des composants, on les trouve ici dans le menu d'Excel, bien sûr, Power Pivot, Power Query, et la partie Power View et Power Map se trouve à l'intérieur du menu Insertion. Donc, si je démarre maintenant sur Power Query, on va parler un petit peu de tout ce qui est à notre disposition d'abord. Donc ici, vous avez sur la gauche les différents moyens d'accéder des sources de données. Donc depuis le web, ça veut dire se connecter sur une URL. Il y a un truc assez agréable ici qui s'appelle recherche en ligne, qu'on peut utiliser si on en a besoin. L'idée étant d'aller chercher ailleurs que dans les sites internes de sa société de l'information nécessaire à ce qu'on a envie de produire. Et par exemple, si je recherche les restaurants à Singapour, c'est une idée qui me passe par la tête. Bien, vous voyez, Power BI est allé chercher ici, sur un certain nombre de sources de données, des informations compatibles avec une alimentation potentielle. Donc là, ensuite, c'est à moi de décider, est-ce que ça m'intéresse ou pas, de connecter cette information-là en tant que source de données pour l'amener à l'intérieur de mon document. Mais ce qui est important de noter ici, c'est la rapidité à laquelle vous avez une prévisualisation du contenu. Donc je vais fermer cet aspect. On va revenir maintenant sur les autres possibilités d'alimentation. Donc des possibilités assez traditionnelles que je vais utiliser par la suite d'ailleurs, alimentation à partir de types de fichiers. Vous avez également bien sûr les possibilités d'alimentation. Quand je dis d'alimentation, c'est alimenter le modèle de données Power Pivot. Donc alimentation à partir des grands SGBD relationnels du marché avec bien sûr SQL Server. Les possibilités d'alimentation à partir d'autres sources de données qu'on va trouver ici, moins classiques, où là on va pouvoir charger par exemple depuis des listes SharePoint, se connecter sur des flux Open Data, aller chercher des données dans Windows Azure, utiliser également des fichiers de distribution Hadoop, c'est-à-dire ce qu'on appelle des fichiers de stockage de données type Big Data. On va pouvoir connecter ces environnements-là, notamment dans le monde Microsoft, avec des fichiers HD Insight. Et puis des sources diverses et variées. Et puis par exemple la dernière ici, une possibilité de connexion directe sur des univers Business Object pour construire des données à partir de celles qu'on va trouver dans ces univers.
Donc voilà un peu le panorama des différentes sources disponibles. On va prendre deux exemples. Donc deux exemples, je vais charger des données à partir de fichiers, hein, tout simplement. Donc on va prendre depuis un fichier CSV ici. Donc on va aller chercher par exemple dans un premier temps des données de vente. Donc on va charger ces données de vente. Donc la query se met en place, il y a une préalimentation, alors c'est jamais la totalité, c'est une petite partie de l'information de manière à ce que je puisse la regarder. J'en profite pour vous montrer en bas de l'écran ici, il y a deux boîtes à cocher. Il y a charger la feuille de calcul ou charger le modèle de données. C'est-à-dire, dans ma configuration personnelle, je ne charge pas les feuilles de calcul parce que c'est pas forcément le but. Ce qui m'intéresse, c'est finalement d'aller mettre l'information dans mon modèle de données pour après produire les restitutions avec PowerView et PowerMap. Par contre, pour les utilisateurs qui souhaitent se doter d'éléments de vérification, on peut également charger au même moment des feuilles de calcul Excel, bon, à condition bien sûr de faire attention aux limites. Ce qui n'est pas le cas quand on charge dans le modèle directement. Donc ici, pour prendre ce premier exemple, on a chargé une table, on va dire brute de fonderie, et puis on trouve un certain nombre de possibilités, je dirais, de transformation de données. Ici, choisir les colonnes, supprimer les lignes. Je peux également additionner plusieurs fichiers dans le sens horizontal, dans le sens vertical, etc. Juste pour faire un modèle, un exemple, on va prendre une transformation de données simple. Vous voyez ma quantité de vente ici, je ne sais pas pourquoi, elle s'est chargée sous un format texte. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est transformer cette donnée. Donc on trouve ici aussi d'autres transformations possibles. Et simplement, on va essayer, pour l'instant, on va remplacer les valeurs en disant que le point qui apparaît dans les chiffres potentiellement, je le transforme par des virgules. Donc une première transformation de données ici où on remplace le point par des virgules. On a toujours une zone de texte et donc maintenant on va rajouter une deuxième transformation qui va consister à dire cette colonne-là, je vais en modifier le type pour finalement obtenir un type nombre. Donc là, vous voyez, les données se sont cadrées à droite, ce qui est un peu significatif du fait qu'on a un nombre. Donc voilà un premier exemple de transformation. Ensuite, idéalement, la requête, on lui propose un nom qui va nous permettre de la retrouver plus facilement. Et puis celle-là, je vais la baptiser vente. Et enfin, j'applique et je ferme. Ça veut dire que je charge mon modèle de données. Pour l'instant, c'est un peu derrière la scène. Je vais charger une autre table et après on ira voir le début de la construction de ce modèle de données. Donc pour charger une autre table, on va faire la même manip. Je vais partir d'un fichier, un fichier CSV, encore. On va aller prendre nos adresses. Donc voilà la liste des adresses. Et puis ce que je vais faire sur la table des adresses pour faire une petite transformation supplémentaire, c'est simplement dire que à un moment donné, alors je le sais, c'est pas évident là tout de suite parce que je vais en avoir besoin pour construire les cartes et que dans les cartes, il y a une géolocalisation qui doit se produire. Pour qu'elle se passe bien, je vais avoir besoin quelque part d'une concaténation entre le produit et la région. Donc ce qu'on va faire, par exemple, c'est aller créer ici une colonne personnalisée que je vais appeler pays région, hein, c'est pas très original. Et comment on va construire cette colonne? Eh bien, on va prendre le nom du pays qu'on va concaténer. Alors, le caractère de concaténation, c'est le et commercial comme dans beaucoup de solutions, avec une virgule et avec le nom de la région. Donc, on crée une colonne supplémentaire qui sera produite de cette manière-là. Donc voilà ici à droite la colonne supplémentaire qui apparaît, le nom le pays et puis le nom de la région. La requête, on va lui donner un nom également, on va l'appeler adresse, et puis on l'applique et on la ferme. Donc là, vous voyez, j'ai deux requêtes ici, donc on est au début de la construction du modèle. Alors, pour regarder ce modèle maintenant un petit peu plus en détail, on va aller on va cliquer sur le menu Power Pivot ici, et on va utiliser l'interface de gestion, donc le premier choix ici à gauche, gérer. Donc vous allez voir dans Power Pivot, vous avez deux présentations des données, une présentation tabulaire qui est affichée par défaut ici, donc on retrouve bien la table des ventes et la table des adresses,
avec les colonnes supplémentaires qui ont été rajoutées à la volée, et vous voyez la table des ventes, le montant vendu, c'est bien une valeur en nombre. Hein. Donc une présentation tabulaire, également une possibilité de vue en diagramme, mais vous allez voir juste après qu'elle va être très intéressante, parce que c'est là qu'on va travailler beaucoup pour, je dirais, tisser des liens entre les différentes sources d'alimentation qu'on a pu utiliser. Voilà, donc à ce stade, je vais conclure sur Power Query. Vous avez vu, je pense, comment ça s'utilise et à quoi ça sert. Et pour gagner un peu de temps dans la présentation, je vais partir d'un modèle un petit peu plus avancé. Bon, bien sûr, on va retomber sur nos pieds, on va retrouver ce qu'on a commencé à construire. Donc cette fois-ci, on va avancer avec un document, qui présente une seule différence en fait avec celui qu'on vient de quitter, c'est qu'il y a déjà davantage de tables qui ont été chargées dedans. Donc si je visualise le contenu ici avec Power Pivot, en vue diagramme, c'est plus agréable à lire, vous voyez qu'on trouve dans ce document un certain nombre de tables qui ont déjà été alimentées et sur lesquelles on va maintenant pouvoir travailler. Donc là on rentre dans la phase, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec Power Pivot? Eh bien on va prendre quelques exemples. Déjà, dans Power Pivot, on peut fabriquer des hiérarchies. Donc, par exemple, cette table des adresses qu'on a chargée, on voit qu'il y a la notion de pays, de région, de département, de ville. Ça serait bien que je puisse hiérarchiser tout ça. Alors, on ne fait pas une hiérarchie, je dirais, pour le plaisir, c'est simplement parce qu'on souhaite se doter d'un moyen de navigation plus simple dans l'information. Donc, comment on va procéder? On clique à droite pour dire « Je voudrais créer une hiérarchie ». Cette hiérarchie, je lui donne un nom significatif, géographie par exemple, et ensuite simplement par glisser-déposer, on va dire que le niveau de départ c'est le pays, donc ça sera le sommet de la hiérarchie. Juste sous le pays, on va disposer la région. Sous la région, on va aller poser le département. Et sous le département, la ville. Donc voilà une hiérarchie, comment on la construit. Bien sûr, on peut en définir plusieurs sur chacune des tables chargées, de manière à faire des regroupements différents. Donc ça, c'est le concept de hiérarchie. Ensuite, je dirais, le fonctionnement de Power Pivot, ça va être de laisser définir des liens entre les tables, de manière à pouvoir poser des filtres sur l'information. Donc ici, ma donnée principale, elle se trouve dans la table des ventes, c'est le montant vendu. Et cette table des ventes, finalement, elle me donne l'information par client, par année, par produit. Donc, ce qu'on peut souhaiter faire, bien sûr, à un moment donné, c'est relier cette table des ventes avec la table des clients. Donc, les clients, je les ai ici. Je vais rapprocher cette table un petit peu pour que ça soit plus facile à lire. Et on va dire que le client qui est dans la table des ventes, il est en liaison avec le client qui est dans la table des clients. Donc ça va me permettre un filtrage par client. Et maintenant, ce que je vois également, c'est que le client de ma table client, il est dans une ville. Et dans ma table des adresses, j'ai les villes. Donc si maintenant je fais une relation ici entre la ville, j'utilise pas de gros mots comme jointure, je fais une relation entre la ville qui est dans la table des clients et la ville qui est dans la table des adresses ici. Et je dirais, qu'est-ce que ça va produire tout ça maintenant? Eh bien, le montant vendu que j'avais ici dans la table des ventes, il va pouvoir être déporté sur la table des clients et ensuite il pourra être amené sur la notion de ville. Et comme j'ai cette hiérarchie, automatiquement je vais pouvoir agréger mon chiffre d'affaires par département, par région, par pays, sans autre forme de manipulation. C'est Power Pivot qui va s'occuper de produire tout ça à partir du moment où moi j'ai établi ces différentes liaisons. On peut également, dans Power Pivot, rajouter des choses. Alors, on va prendre deux exemples. On va se remettre dans la vue tabulaire ici. Et je vais aller sur la table des ventes, justement, pour faire une présentation d'un rajout de colonne. Imaginons ici, c'est pas évident, mais il faut s'être penché un petit peu sur le truc. Il me manque une colonne pour aller ramener cette information sur l'axe des périodes au niveau du couple année-semestre. Donc là, je vais le calculer.
je vais créer une colonne calculée ici et je vais dire que cette colonne calculée, à l'intérieur de Power Pivot, elle vaut l'année. Donc je vais cliquer sur le champ année ici. Elle vaut l'année concaténée avec par exemple un tiret et le nom du et un S. On va mettre un S, ça sera plus propre à lire. Un S. Et le nom du semestre. Voilà, donc j'appuie sur Enter. Donc voilà ma colonne calculée ici. Et toujours pour la lisibilité du modèle, on n'oublie pas de renommer pour donner un nom significatif toujours, année, semestre. Donc voilà un exemple de colonne calculée. Dans l'esprit, la colonne calculée va servir, pour l'instant on peut retenir ça, à filtrer l'information, c'est-à-dire filtrer sur les chiffres par rapport à ces différentes colonnes. Donc, les colonnes dans une table représentent essentiellement des notions de filtre. Ensuite, si on a besoin de faire des calculs, on va plutôt utiliser la partie basse de l'écran ici, qui est réservée à la définition des calculs, c'est-à-dire les mesures calculées. Donc les mesures calculées vont pouvoir, je dirais, être exécutées comme des calculs et ensuite être filtrées, je dirais, sur les différentes colonnes. Donc pour prendre un exemple de mesure calculée, comment on définit ça? On va dire par exemple, ici j'ai une colonne qui s'appelle montant vendu, ça me parle pas beaucoup, moi je veux que ça s'appelle chiffre d'affaires. Donc je vais taper chiffre d'affaires, 2 points égales, ça c'est la façon de l'écrire, et on va dire que ça doit être la somme de la colonne montant vendu, tout simplement, et je ferme la parenthèse. Donc maintenant, je vais pouvoir utiliser dans toutes mes restitutions CA pour chiffre d'affaires, parce que c'est ça qui me parle plus que montant vendu. Et vous voyez, incidemment, le calcul s'est déjà exécuté et à toute vitesse. Donc là, j'ai une somme sans filtre, grosso modo, puisque après, c'est dans les restitutions qu'on va filtrer. Une somme sans filtre, c'est-à-dire ça, c'est la somme de toutes mes valeurs de vente. Donc, voilà, c'était pour commenter un petit peu l'usage de Power Pivot, donc pour, je dirais, pour compléter son modèle, travailler dans son modèle. Il y a des choses, comment dire, qu'on peut rajouter également ici, si je reviens dans la vue de diagramme, c'est-à-dire, bon, je vais en parler après, pour l'instant, je me contente de ça. Donc, on va essayer de ravancer un coup, là on a compris, j'espère, le fonctionnement de Power Pivot, relation entre les tables, hiérarchie, rajout de colonnes calculées, calcul. Donc on va avancer un petit poil supplémentaire sur un modèle déjà plus avancé que celui-là, mais je dirais conforme quand même à ce qu'on vient de réaliser. Donc on passe avec ce modèle-là maintenant. Donc je reviens sur Power Pivot cette fois-ci. On va voir que c'est le même modèle, le même nombre de tables, mais on a travaillé un petit peu plus dedans. Donc si on reprend la vue par diagramme ici, on retrouve les mêmes tables, bien sûr. Le nombre de liaisons a été un petit peu augmenté. Et puis surtout aussi, on a caché différentes choses. Vous voyez que j'avais chargé une table avec des incidents en provenance d'une base Microsoft CRM. Donc là, on l'a caché parce qu'on ne va pas s'en servir dans nos restitutions et c'est pas la peine d'encombrer, je dirais, les vues que va avoir l'utilisateur avec plein de choses. Et puis, tout ce qui est grisé également ici, ce sont des informations qui ont été cachées parce qu'elles ne me sont pas nécessaires. Là tout de suite, je pourrais les rendre visibles par la suite si le besoin s'en faisait sentir. Comment on cache? Tout simplement, admettons ici à gauche dans la table des clients sur le site, la notion de site web, si je ne souhaite pas le faire apparaître dans mes restitutions, je vais le masquer dans les outils clients, c'est-à-dire je vais le masquer dans les tableaux croisés, dans Power View et dans Power Map. Je ne le verrai pas apparaître. Voilà, j'en profite tant qu'on est là pour vous montrer sur la vue des données, donc sur les tables en elles-mêmes. Si je reviens sur la table des ventes, un certain nombre de choses qui ont été rajoutées. Par exemple, on a défini une mesure calculée qui s'appelle le chiffre d'affaires de l'année précédente. Bon, ça c'est le genre de choses assez classiques dont on a souvent besoin. Et simplement, pour vous montrer ici en haut comment ça a été défini, je vais essayer de l'agrandir. Vous voyez qu'on a la notion de... Alors ça c'est un exemple de fonction temporelle, comme on appelle ça, de parallèle période. Donc il y a dans ce langage qui s'appelle le DAX, pour Data Analysis Extension,
toutes les fonctions nécessaires à la manipulation de données, et notamment les fonctions de time intelligence, comme on dit. Ici, la parallèle période, c'est simplement aller chercher la même période de l'année d'avant. Donc, il y a aussi des choses du style les valeurs d'ouverture, les valeurs de clôture, etc. Donc tout est déjà prévu, je dirais, pour comprendre la dimension temps qui est souvent assez prépondérante dans un certain nombre de fonctions d'analyse. Donc maintenant on va partir, je dirais, de ce modèle-là. Et on va commencer à construire un certain nombre de restitutions sous Power View et Power Map. Donc, je vais fermer le modèle de données ici. Alors quand je le ferme, il est toujours vivant à l'intérieur de la feuille Excel. Simplement, je ne l'ai plus sous les yeux. Et on va partir ici sur, cette fois-ci, une insertion d'un objet Power View. Donc on démarre Power View. Et ce que je vous propose, c'est qu'on réalise un exemple de construction d'une feuille. Et puis ensuite, pour encore une fois sauter des étapes et gagner du temps, on réouvrira un document un petit peu plus complet, mais au moins vous aurez vu comment on construit et comment on se sert des fonctionnalités de Power View. Donc là, on a démarré une construction avec Power View. Ici, sur la droite, vous voyez, je retrouve les différentes tables que j'ai rendues visibles dans mon modèle de données. Et l'idée, c'est maintenant d'amener l'information dans la feuille. Donc, on va se livrer à l'exercice suivant. On souhaite analyser des ventes. Une façon de commencer, c'est de dire, par exemple, je vais aller chercher des ventes annuelles. Donc, je pars d'un point de vue assez agrégé pour ensuite le détailler. Donc, dans l'axe calendrier, maintenant, je vais aller simplement cocher année. Et vous allez voir, automatiquement, Power View commence la construction en me mettant ici, dans cet objet, à gauche, la liste des années. Bon, c'est pas suffisant d'avoir les années. Moi, je vais rajouter, et je vais trouver ça dans ma table de vente, une de mes mesures qui s'appelle le chiffre d'affaires. Donc là, j'ai année, chiffre d'affaires, et le principe de la construction, techniquement, c'est celui-là. J'amène toujours au départ les données dans ce type d'objet qui est un objet, vous voyez, d'un certain type que je trouve ici. C'est une table, tout simplement. Donc ensuite, cet objet que j'ai commencé à construire, je peux le transformer de différentes manières, en matrice, en carte. Alors une matrice, c'est simplement si je veux rajouter un point de vue de visualisation qui va représenter des colonnes, par exemple. Une carte, je dirais, c'est une autre façon de présenter la même chose. Voilà comment ça se présente. Mais également, on peut transformer cette vue en histogramme avec des barres horizontales, en histogramme avec des barres verticales groupées. On pourrait également dire, je veux produire autre chose, des graphiques en ligne, des nuages de points, des graphes en secteur ou une carte. Donc l'idée est toujours la même. On commence par amener ces informations sous la forme d'un objet de type table et ensuite cet objet, on va le transformer pour offrir une autre visualisation. Donc ici, je vais démarrer la construction avec un histogramme groupé. Donc là, je transforme ceci en graphique, et voilà, je dirais un premier aperçu, par exemple, de mon information de vente, d'un point de vue très agrégé ici, où j'ai les différentes années de l'historique que j'ai chargé. J'ai barre par barre l'évolution de 2010 à 2013, et puis la première constatation que je fais, par exemple, c'est que ça monte régulièrement, tranquillement, depuis 2010 jusqu'à 2012, et puis en 2013, ça baisse. Bon, pour l'instant, on ne sait pas encore pourquoi, mais c'est un petit peu dans cette zone-là qu'on va chercher. Alors, pour faire ceci, je dirais, techniquement, maintenant, je vais placer d'autres objets. Alors, techniquement, je vais placer d'autres objets. Fonctionnellement, on va commencer à aller dans le détail. Donc, si on positionne le curseur ici, on va démarrer la construction d'un autre objet. Et l'autre objet, par exemple, ça va être pour moi des ventes un petit peu plus détaillées au niveau client. Donc, on va conserver la notion d'année parce que pour l'instant, on n'a pas besoin d'aller au niveau de période plus petite. On va aller chercher la notion de client. Donc, je vais prendre la notion client ici. Et on va également, bien sûr, aller voir le chiffre d'affaires, parce que c'est ça qu'on veut... Non, c'est pas le chiffre d'affaires qu'on va prendre cette fois-ci, c'est plutôt un écart de chiffre d'affaires d'une année à l'autre, parce qu'on va s'intéresser davantage à la progression. Donc,
Voilà les données qui me sont nécessaires. De toute façon, si j'ai pas pris toutes les données qui me sont nécessaires, rien ne m'empêche de continuer à aller en chercher ici dans les champs PowerView à droite. Et de la même façon, on va transformer cette vue en histogramme groupé. Donc là, on se retrouve avec une présentation en histogramme avec les clients et les années en dessous. C'est pas tout à fait ce que je souhaitais avoir. Donc moi, je voulais avoir les clients en légende ici, en axe, et les années en légende. Donc simplement, vous voyez ici en bas à droite, je permute les différents champs PowerView pour produire exactement ce qui m'intéresse. Et ce qui nous intéresse finalement là maintenant dans le graphe qu'on vient de mettre en haut, c'est l'écart de vente sur l'année 2013. Donc on va rajouter un filtre ici. Donc je clique dans le petit entonnoir qui est là-haut pour dire sur les années, je veux pas tout, ça m'intéresse pas d'avoir tout, je veux juste avoir 2013. Donc on clique dans 2013, donc là j'ai l'écart de vente 2013 par rapport à 2012. Pour que ça soit bien lisible, ça, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Plutôt que de le laisser trier par défaut, par nom alphabétique des clients, on va le trier par progression d'écart de chiffre d'affaires. Et là, tout de suite, j'ai ramené un peu plus d'informations sur l'écran, à savoir ici, je me trouve avec les clients dont le chiffre d'affaires baisse, tout simplement. Et ici, les clients dont le chiffre d'affaires monte entre 2013 et 2012. Donc vous voyez, en 2 coups de cuillère à peau, comme on dit, on a déjà une information intéressante qui est arrivée sur l'écran ici. On peut continuer un petit peu en rajoutant par exemple une vue géographique. Donc de la même façon, on va aller chercher les informations au niveau année. On va conserver le niveau année pour l'instant. Au niveau année, on va aller prendre du chiffre d'affaires. Et également, on veut voir par client. Donc, toujours le même principe. J'amène mon information ici. Et cet objet, cette fois-ci, on va le transformer en carte. Donc, je clique sur carte. Alors, bon, il y a une présentation par défaut, je dirais, de la carte. On va modifier tout ça pour dire, je veux pas de valeur en secteur multiple ici, donc je vais enlever les années pour dire que les années c'est plutôt les couleurs. Bon, voilà, on est déjà un petit peu plus ressemblant à ce qu'on souhaite. L'axe client, pour l'instant je ne vais pas m'en servir, et je vais simplement dire comment faire la liaison finalement entre la carte et mes informations à moi que j'ai chargées dans mes tables, et c'est là qu'on va retourner dans la table des adresses ici, utiliser cette hiérarchie qu'on n'avait pas fabriquée par hasard, hein, pays, région, département, ville. Donc je vais prendre directement tout ça et dire que c'est ça ici au niveau de la carte qui définit mes emplacements. Donc vous voyez, instantanément, j'ai un positionnement qui s'est opéré sur la France. Là non plus, j'ai pas besoin d'avoir toutes les années, donc on va également filtrer ce composant au niveau période simplement sur 2012 et 2013, parce que je souhaite quand même garder un comparatif sur les 2 années. Et voilà la vision géographique. Alors ici, on a une capacité de zoom, bien sûr, du fait qu'on a cette hiérarchie, du zoom, c'est-à-dire descendre dans le détail. Donc si je double-clique sur la France, vous voyez, cette fois-ci, on a une vue par région. Alors quand les cartes sont trop petites, comme d'ailleurs pour n'importe lequel des objets, on peut l'agrandir sur toute la feuille. Donc ici, je peux agrandir la carte. Qu'est-ce que je constate en premier regard comme ça? C'est que bon, j'ai une répartition assez équitable de mes ventes entre 2002 et 2013 sur la plupart des régions, sauf peut-être sur celle-là, où là, j'ai plutôt une proportion d'un quart, 3 quarts, c'est-à-dire, bon, je peux dire que j'identifie un problème. Si d'ailleurs on descend dans le détail ici, sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le département des Alpes-Maritimes, j'arrive finalement sur la ville de Nice. Bon. Alors, qu'est-ce que ça me donne comme information? Eh bien, par exemple, si je remets ça ici, en allant voir à la ville de Nice ici, en cliquant sur la portion verte du camembert, eh ben, je fais ce qu'on appelle un focus sur la page, ou sans focus au sens technique, mais l'information que ça me donne, c'est-à-dire que le client que j'ai isolé ici, je sais tout de suite maintenant que c'est la maison du ski alpin, et ce client-là, j'ai un problème avec lui. Donc voilà un petit peu un exemple de manipulation sur la carte.
Sur la carte, quand on est descendu dans le détail, on peut remonter avec, alors comme dans tous les composants, on peut faire pareil, hein. Ici, on va remonter par exemple à un autre niveau, et c'était pour vous montrer aussi que par exemple sur la région Basse-Normandie, et ben là j'ai 2 départements, et puis si je descends sur ici le Calvados, de la même façon, on va trouver un certain nombre de villes à l'intérieur du département. Donc voilà pour ce premier exemple de construction et ce premier type d'analyse, vous voyez, qu'on a réussi à mener finalement assez simplement et assez rapidement en amenant les différents composants sur la feuille et en jouant sur les capacités qu'offre, je dirais, PowerView en l'occurrence, à faire ces mécaniques de filtrage et de zoom pour vraiment chercher l'information qu'on a envie d'obtenir. Donc ça, c'était pour prendre un exemple de comment on construit et comment on fait son travail d'analyse. Je vais, de la même façon qu'on l'a fait jusqu'à présent, pour accélérer un peu dans la présentation, il nous reste environ un bon quart d'heure, partir de quelque chose de plus abouti, mais tout en conservant notre point d'appui ici. Donc on va partir d'un document un petit peu plus élaboré. Vous allez retrouver à l'intérieur celui qu'on vient de construire ensemble. Hein, il n'y a pas de mystère. Donc si je me positionne ici dans ce document sur l'aspect, sur le premier onglet axe des ventes, on va retrouver exactement la même chose que ce qu'on vient de construire. Donc je ne vais pas faire le commentaire une seconde fois. Juste rajouter un commentaire supplémentaire, c'est que la localisation sur les cartes implique une connexion Internet pour utiliser le moteur de géolocalisation de Bing. Donc on va regarder d'autres onglets, par exemple une vue par produit. Donc on a complété ce document-là par une vue par produit. Donc je bascule sur cette vue par produit. On va activer le contenu parce que cette feuille fait référence à des images externes, appelle des URL. Donc ici on a une vue un petit peu différente où on a par produit tracé le chiffre d'affaires 2012 et 2013. Donc on voit ici rapidement, hein, en un coup d'œil, que sur les crayons c'est stable, sur les parapluies ça monte, et sur les lunettes de soleil on est en chute libre. Alors, dans le bas, on a une autre vue qui nous montre, je dirais, c'est un graphe cumulé à 100%, la proportion 2012 sur 2013. Donc à titre d'exemple, le client qu'on a ici, conso 0, bah, il achète, on lui a vendu autant en 2012 qu'en 2013. Par contre, là on est sur les crayons, je me rends compte que celui-là, celui-là et celui-là hein, n'ont rien acheté en 2013. Donc j'ai un problème sur les crayons avec ces clients-là. De la même façon, si je change de produit, étant ici sur les lunettes, bah, comme par hasard, je retrouve la maison du ski alpin qui vend plus du tout de lunettes. La notion de focus, si pareil ici dans la partie du haut, je clique sur les lunettes de soleil, je fais automatiquement un focus sur les lunettes de soleil. Et je retrouve la même information en fait que les lunettes de soleil, bah, celui-là, il ne m'en achète plus. Pour enlever le focus, on reclique, je dirais, sur le fond du graphe duquel on est parti. Un autre composant supplémentaire. D'autres composants supplémentaires ici. Vous allez voir sur certains composants, on peut rajouter une animation. Donc c'est ce que je propose là. Donc on va revenir au début de l'historique. Et si on joue ce composant par rapport à l'axe temps, regardez bien les lunettes de soleil. Quel va être le comportement. Donc ici on a tracé les ventes sur l'axe horizontal, les ventes, le chiffre d'affaires, et sur l'axe vertical, le nombre de clients. Donc si j'anime ça dans le temps, vous voyez sur la fin, lunettes de soleil, je perds des clients, je perds du chiffre, donc on confirme, je dirais, ce qu'on vient de constater, j'ai un problème sur ce produit, sur la maison du ski alpin, par exemple. J'en ai peut-être d'autres, mais pour l'instant, j'ai trouvé cela. Une vue sur l'axe des géographies maintenant, où on avait construit une carte. Ici, ce qu'on montre en plus, c'est que cette carte, on peut lui donner un axe de visualisation supplémentaire, qui s'appelle ici multiples verticaux. Donc là, on a multiplié la carte par année-semestre. Donc, automatiquement, on voit ici en haut de l'écran que j'ai les 2 semestres de l'année 2012. Ici en bas, les 2 semestres de l'année 2013. Et qu'est-ce que je constate déjà avec ce type de visualisation? C'est très simplement le client violet ici, ou les clients de la région Champagne-Ardenne. J'ai un point là, j'ai un point là, et tout d'un coup, j'en ai plus. Ce client a disparu, je l'ai perdu sur le 2e semestre 2013. De la même façon, ici, vous voyez le point rouge en bas qu'on a déjà regardé tout à l'heure, il est de plus en plus petit. Il est de plus en plus petit. On focalise sur
les lunettes de soleil cette fois-ci. Bah, le point a disparu, donc ce client ne m'achète plus de lunettes de soleil. Donc voilà ce qu'on peut rapidement présenter sur PowerView. On va finir avec PowerMap maintenant. Donc PowerMap, alors là on a déjà placé des cartes à l'intérieur de nos documents, on va l'utiliser autrement. Donc on va dire qu'on va insérer une carte, c'est pour vous montrer le procédé. Donc on va lancer PowerMap. On verra celle-là après. Pour l'instant on va faire une nouvelle, ce qui s'appelle une visite guidée dans la version française. Une nouvelle visite guidée. Donc voilà le composant PowerMap en action. Donc on part avec un globe vide et ensuite on va ramener à l'intérieur un certain nombre de choses. Et d'abord on va fixer la localisation. Et on va dire qu'on veut une localisation par pays. Donc vous voyez, il a trouvé la France et par région. Et simplement maintenant je vais préciser qu'au niveau pays-région, on va mettre ça au niveau région et automatiquement, vous voyez, il y a une correspondance qui s'établit avec le moteur de géolocalisation de Bing sur les régions. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de dire qu'est-ce que je veux voir. Qu'est-ce que je veux voir? On va par exemple aller chercher le chiffre d'affaires, c'est ça que je souhaite voir. Et je vais cliquer le chiffre d'affaires ici en disant que c'est cette mesure qui m'intéresse. Ensuite, la présentation que je vais donner, par défaut, on me propose des barres. Ça peut être également des nuages de points, des nuages de chaleur, ou le coloriage, cette fois-ci, des zones géographiques, comme ceci. Donc revenons sur des barres. Ce que je peux faire également sur cet aspect présentation par carte, c'est l'animer aussi. Donc ici, ce que je peux faire, rajouter, c'est dire, je vais aller rajouter une animation, en allant chercher dans mon axe calendrier les dates, et on va faire une animation au niveau des mois. Donc on va passer ça au niveau des mois. Et bon, simplement, plutôt que d'avoir le nom du jour, ici, on va aller modifier ceci pour afficher conformément le nom du mois. Ça sera plus agréable à lire. Et maintenant, vous allez voir qu'on peut faire défiler les périodes et voir les barres bouger. Et on va constater, je dirais ce qu'on a déjà vu par avance, hein, c'est que sur la fin de l'année 2013, j'ai un client qui s'effondre ici et l'autre qui n'achète presque plus rien, notamment plus de lunettes de soleil. Merci. Donc voilà un usage de map. Je vais le fermer et on va regarder une autre animation un petit peu plus complète. Donc si je reviens sur l'insertion carte, on va prendre celle-ci juste pour vous montrer plus l'aspect vidéo en produit fini. Si on prend celle-ci et qu'on lit la visite guidée, vous voyez un peu le genre de choses qu'on peut produire, où là on a couplé, je dirais, avec deux présentations graphiques différentes, des ventes de chiffre d'affaires avec des données de température. Donc c'est un petit peu le but du jeu que de mixer des informations de sources diverses, et on peut faire varier comme ceci les points de vue. Imaginons par exemple qu'on ait des données à montrer sur l'Europe et sur les États-Unis, on ne peut pas déplier le globe conformément à ça, donc à ce moment-là on va faire varier le point de vue pour bouger de l'Europe aux États-Unis. Voilà sur PowerMap. Je vais terminer avec deux exemples supplémentaires. Un document, je dirais, un petit peu plus élaboré, quoi qu'on en a déjà fait pas mal ici. On va ouvrir ce document-là et on va regarder deux des onglets, par exemple les incidents par produit dans un premier temps. Donc le document est en train de s'ouvrir, voilà. Alors ici, c'est des données issues d'un système de CRM Microsoft, donc on a des incidents, je dirais qu'on montre selon différents aspects, hein, par produit, par type de demande, par degré d'urgence, etc. Et là, on réillustre cette notion de focus en disant, si je veux avoir un peu plus de détails sur les incidents actifs, je clique sur la barre actif ici en haut. Et là, je fais un focus sur tout ce qui est actif. Donc en incident actif, vous voyez, j'en ai beaucoup plus sur le produit 1 que sur les autres. Et le camembert qui est en bas ici, qui me montre le type d'incident, finalement, sur les actifs, j'ai essentiellement des problèmes et des questions. Maintenant, je peux continuer à regarder, je dirais, sur l'axe priorité. Priorité, en cliquant sur le rouge ici, je me rends compte que c'est plutôt sur le produit numéro 2 que j'ai des demandes qui sont plus prioritaires que sur les autres.
Donc voilà un peu comment, en manipulant les différentes vues ensemble, on obtient de l'information. Un autre exemple, détail des incidents par produit. Donc on va activer le contenu une fois de plus pour avoir l'affichage des icônes externes. Donc vous voyez là on n'a pas mis le nom du produit, on a mis des dessins à la place. Et bien sûr quand on clique sur le produit en question, bah, on a en bas la mise à jour de la partie qui le concerne. Un élément ici qu'on n'avait pas encore vu, c'est bien sûr la capacité à faire apparaître, je dirais, des informations sous la forme de feu vert, feu rouge, vous mettre en évidence des exceptions. C'est ce qu'on appelle le traitement des KPI dans Power BI. Donc on définit des KPI avec des seuils de mise en alerte et ensuite on va pouvoir dessiner ce genre de choses pour rendre plus évidente la consultation. Je me rends compte d'ailleurs qu'il y a un élément qui m'a échappé dans la présentation. J'en ai pour quelques instants à vous le remettre sous les yeux. C'est l'aspect justement assez traditionnel, mais qu'on finit par oublier, de zoom, de drill down, de descendre dans la profondeur. Donc ça, je l'ai illustré justement avec des KPI sur cette vue que je vous mets à l'écran maintenant, où on va partir d'un niveau agrégé qui est le total France. Et vous savez, quand on part sur des vues agrégées, en général, on a des valeurs qui sont moyennées. Donc ici, j'ai pas vraiment d'écart d'évolution de mon chiffre d'affaires sur le total France. Par contre, déjà on va les regarder en 2013. Par contre, si je clique sur France ici, vous voyez, j'ai une petite flèche qui apparaît parce que dans ma construction, c'est ce qu'on voit ici en bas, j'ai utilisé une fois de plus la hiérarchie pays, région, département, ville. Donc la petite flèche m'indique que si je clique dessus, je peux descendre d'un cran au niveau des régions, cette fois-ci l'Aquitaine, l'Auvergne, la Basse-Normandie, et là, bah, j'ai mon alerteur qui fonctionne pour me dire, bien sûr, quand c'est vert, tout va bien, quand c'est rouge, tout va mal. Par contre, ce qui est peut-être intéressant, c'est de regarder quand c'est jaune. Et si ici, je descends d'un cran sur la Basse-Normandie, vous voyez que là, je vais trouver que bah, le Calvados, ça va pas bien du tout, et l'Orne, ça va très bien. Donc, c'est ce genre d'information qu'on peut, là, encore une fois, obtenir assez rapidement, je dirais, par ces mécaniques de forage, en fait, descendre dans le détail. Bien, on a presque fini. Ce que je vous propose, c'est de revenir sur PowerPoint pour deux mots de conclusion. Donc, on s'était arrêté là. On a vu la présentation dans laquelle on a passé en revue, je dirais, les différents composants de l'offre, Power Query, Power Pivot, Power View, Power Map, donc l'aspect alimentation, l'aspect travail à l'intérieur du modèle de données, l'aspect restitution, hein, avec les deux principaux composants. Il me reste à vous parler par exemple d'un certain nombre de clients qu'on a déjà actuellement sur. Alors là, on parle justement des clients du groupe BI. Hein, il n'y a pas tous les clients de Neos, on pourrait pas tous les mettre. Des clients du groupe BI. Et puis juste un mot en termes de conclusion. Ce que je voulais faire passer comme message, c'est que finalement, ce qu'on vient de voir, Power BI, c'est complètement gratuit et complètement intégré à Office. Aussi bien 2013 que Office 365. Vous l'avez vu, on l'a fait ensemble, c'est simple à utiliser et ça fonctionne en temps réel. Donc en temps réel, on va chercher de l'information dans son entreprise ou à l'extérieur. On alimente son modèle de données et on travaille avec. Donc finalement, on a un très bon ratio entre le temps qu'on y passe et le résultat qu'on obtient. Ça va assez vite et c'est de très belle qualité. Et pour en revenir à Neos, je dirais ce qu'on est capable de vous proposer, c'est de l'accompagnement et ou de la formation pour que très vite vous puissiez tirer le meilleur profit de la suite Power BI, c'est-à-dire que qu'on se mette en situation de favoriser votre courbe d'apprentissage en évitant ce qu'il faut faire et en allant plutôt droit au but.